Je commence alors. Oui, Eh bien, ravie d'être ici. Merci pour l'invitation d'Isabelle et de la Maison de la Voix, de toute l'équipe. C'est une grande joie pour moi de parler des deux thèmes qui m'animent depuis bien longtemps maintenant, la technique Alexander et la voix. Eh bien, je peux dire qu'en fait, c'est la voix qui m'a, la passion du travail de la voix qui m'a fait poser des questions et ces questionnements m'ont mené à la technique Alexander, qui a été une révélation pour moi au cours de mon parcours de chanteuse en devenir. Et puis, bien des années plus tard, donc j'ai quitté un petit peu le monde de la voix, sans jamais le quitter, mais mes ambitions autour de ça, et pour explorer l'instrument du chanteur, le corps, mais bien sûr, toujours, quand on parle d'un corps, c'est toujours lié à une personne, à une conscience, à bien plus qu'un corps, hein. Et ça, le travail Alexander que j'ai trouvé passionnant et très aidant dans mon propre parcours m'a ramené à la voix. Et me voici aujourd'hui avec vous à parler de ces deux choses qui se complètent et enfin, surtout la technique Alexander qui soutient le chanteur dans son, ou l'acteur ou toute autre personne dans son activité. Alors, pour moi, ce qui a été très intéressant quand j'ai découvert cette méthode, c'est d'apprendre qu'Alexander aussi était quelqu'un qui s'intéressait beaucoup à la voix. Il était acteur, il adorait Shakespeare et il vivait au fin fond de l'Australie. Il est né en Tasmanie et en 1869, donc il y a bien longtemps. Et il est mort à Londres, où il a développé vraiment son travail de manière beaucoup plus large, on va dire, avec une audience plus large de Londres. Il est mort en 1955. Et son parcours à lui, ben, ça commence par la perte de sa voix sur scène. Donc, passionné de Shakespeare, acteur qui avait un beau succès à l'époque, perdre sa voix sur scène, c'était dramatique. Et donc, il est allé voir bien sûr des médecins pour voir pourquoi, comment il pouvait récupérer sa voix. Et les médecins lui ont dit, ben, vous allez arrêter de parler un certain temps. Et donc, il a fait ce qu'on lui a dit et sa voix était revenue. Et au bout de 15 minutes de travail de diction et comment on dit, de discours sur scène, sa voix, il devenait aphone en fait, il perdait sa voix. Donc, personne n'a vraiment pu l'aider, les médecins, les professionnels, et finalement, il s'est rendu compte que c'est sans doute quelque chose qu'il faisait pendant qu'il était sur scène qui causait ce problème de perte de voix. Donc, il est allé chercher un peu plus loin pour voir quelle était la cause de ces pertes de voix, ces aphonies chroniques. Et il a vu, d'abord, rien du tout. Il est allé dans son studio, il a mis des miroirs absolument partout. Il s'est mis à dire les beaux textes de Shakespeare et il ne voyait rien du tout. Et quand il s'est mis à déclamer un peu plus fort, là, il a vu des choses qu'il faisait dont il n'avait absolument pas conscience et qui participaient sans doute à sa problématique. Donc, il a remarqué qu'il projetait sa tête en arrière et qu'il n'avait pas remarqué non plus qu'il happait l'air. Donc, il s'est rendu compte de ça aussi. Il projetait sa tête en arrière et il s'agrippait au sol avec les pieds. Et puis, il bombait le torse un peu. Enfin, je n'ai jamais vu de film de ce qu'il décrit, mais voilà, il décrit ça dans ses livres très, très bien.
Donc, je vais vous montrer déjà un petit peu de quoi il avait l'air, ce bonhomme, pour que vous ayez vu ce monsieur. Alors, je vais faire un partage d'écran. Hop. Pour vous montrer, illustrer un petit peu. Voilà. Est-ce que vous le voyez clairement? Oui. Ouais, ça va? Attendez. Hop. Donc là, on le voit déjà avec un certain âge. Peut-être que vous remarquez une certaine prestance. En général, à cet âge-là, on commence déjà un peu à courber l'échine hein, quand on a dépassé les 70 ans. Et là, chez lui, on voit quand même, on peut reconnaître quelque chose d'érigé et en même temps de détendu. Je ne sais pas si vous devinez ça dans la photo, mais il est assez, on va dire qu'il n'est pas affaissé dans cette photo. Et je trouve qu'elle représente bien quelque chose d'assez qui est au cœur du travail alexandrien, c'est-à-dire qu'on revient à une sorte de port de soi naturel, sans effort. Je vais voir si j'ai... Alors du coup, moi, je ne vois pas mes photos. Attendez, je suis encore un petit peu... oui, là, on le voit en train de travailler avec quelqu'un. Donc, ce travail touche beaucoup à la relation dynamique qu'il y a entre la tête, le cou et le reste du corps. On parle aussi de la tête, du cou et du dos, notamment, parce que c'est dans cette dynamique que beaucoup de choses se jouent. Donc, en organisant le système central, je vais l'appeler comme ça, le système central, qui a à voir avec la relation que la tête entretient avec la colonne vertébrale, tout le reste vient en place et on peut apprendre à faire les choses de notre quotidien avec beaucoup moins d'efforts. On reconnaît aussi cette posture naturelle, cet équilibre naturel. J'aime pas trop parler de posture parce que tout de suite, c'est quelque chose qui peut sembler figé. Donc, je parle plutôt d'un équilibre, d'une dynamique. On la reconnaît souvent chez les enfants. Je vais vous montrer la photo de mon fils quand il était tout petit. Donc, vous voyez un beau dos bien ouvert. Et je n'ai pas eu d'hésitation à vous le montrer tout nu s'il sortait du bain, parce que pour moi, les fesses font partie entièrement du dos, puisque le sacrum se trouve là où se trouvent les fesses. Et on voit, il est érigé, il est tout droit comme ça, et puis les petites épaules comme ça, qui sont bien, on va dire, bien ouvertes. C'est un dos ouvert, j'appelle ça un dos ouvert, un cou libre. Il y a une entièreté comme ça qu'on peut reconnaître chez les petits et qu'on peut apprendre à retrouver, même dans son grand âge, comme on le reconnaît dans la première photo d'Alexander. Alors, je reviens. Voilà, donc ici. On ne le voit pas tout nu là, mais on peut quand même reconnaître quelque chose de bien intégré peut-être dans cette photo-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore comme photo que je voulais montrer là, on peut le voir aussi avec un autre élève, avec ses mains bien ouvertes, et il encourage le dos à s'ouvrir, à se délester de toutes les tensions qui pourraient venir dans les épaules ou dans le cou, dans tout le dos. Et en libérant cette dynamique entre le dos, le cou et la tête, on va libérer bien d'autres choses
Et pour nous, ce sera intéressant parce que ça va libérer la voix, ça va ouvrir et porter la voix qui a besoin de tout le corps pour être entendue, et pas seulement des cordes vocales, pas seulement des poumons. Voilà, il y a tout le corps qui y participe. Alors, je veux bien. Et je vais vous montrer. Alors, je vais vous montrer ça d'abord, cette photo-là. Quand il est arrivé à Londres, à peu près au début du siècle dernier, pour vraiment vendre son travail et surtout pour le partager, parce qu'il avait compris qu'il avait découvert quelque chose qui l'avait aidé. Donc, il a fait pendant pas mal d'années, une dizaine d'années, je crois, il a fait cette recherche sur lui. Mais déjà au bout de 2-3 ans, il a pu régler ses problèmes de voix sur scène. Et il a découvert la portée de son travail en travaillant avec d'autres personnes, en aidant d'autres personnes avec toutes sortes de problématiques. Et donc, il s'est dit, je veux vraiment faire connaître ce travail. Et il est venu à Londres pour le faire connaître. Et donc, au départ, son travail était connu en tant que méthode de respiration. Donc, il n'a jamais appelé son travail, la technique Alexander. Ça a été appelé comme ça par les personnes qui sont venues après lui, par ses élèves, qui ont décidé de l'appeler comme ça. Mais lui, il parlait de son travail comme le travail. Il disait que c'était the work. Et bien avant ça, il considérait son travail comme étant une méthode respiratoire, de rééducation de la respiration. Et donc, il s'est mis à travailler avec beaucoup de chanteurs et d'acteurs pour les aider pour les soutenir dans leur art. Voilà, donc là, vous voyez juste ce document. Puis c'est après quelques années qu'il a décidé de ne plus parler de la respiration. Et quand il n'en parlait pas, il trouvait que c'était mieux. En fait, ça servait mieux la respiration de ne pas en parler. Il voyait que ces principes et ce qu'il avait découvert agissaient et libéraient la respiration et la voix, mais que ce n'était pas en mettant l'accent dessus ou en se concentrant dessus que ça avançait ses élèves. Donc, il a décidé de sortir de cette appellation, de cette description de son travail. Et attendez, je vois bien. Voilà, mon écran. Alors, une des choses qu'il a découvert dans son atelier, c'est que dès qu'il voulait parler, dire son texte, déclamer, c'était le mot que je cherchais tout à l'heure, dès qu'il voulait déclamer, il se contractait et il se produisait quelque chose de ce style. Est-ce que vous voyez la photo? C'est très schématique. Mais sa tête partait en arrière, son torse se bombait pour prendre de l'air et son cou se contractait. Et vous voyez que quand on fait ça, il y a une compression qui vient et qui joue sur tout le reste de la colonne vertébrale. Donc, il s'est dit, et puis évidemment, si nous, on décide de faire ça, eh bien, vous allez entendre l'effet sur la voix. Alors, je vais juste revenir à vous et arrêter de... Excusez-moi, je jongle entre les images et vous. Alors, je ne vois pas tout le monde, mais merci pour les personnes qui sont sur la caméra, parce que moi, ça m'aide un petit peu à vous guider. Si les discrètes ou les discrets veulent mettre la caméra, allumer la caméra, moi, ça m'aide d'être en lien avec vous et de voir un peu ce que vous allez faire. Donc, si on fait une version de ce qu'Alexander faisait, si on décide de tirer la tête un peu en arrière, comme ça,
vous allez entendre dans ma voix déjà qu'il y a quelque chose qui a changé. Évidemment, j'exagère ce mouvement. Et puis maintenant, je vais arrêter parce que ce n'est pas très confortable. Donc, je vous invite, vous, à dire une phrase. Vous pouvez dire le début d'un poème que vous aimez bien ou dire les jours de la semaine. Ça peut être tout simple. Et faites ça en tirant la tête un peu vers le bas et vers l'arrière. Et puis, écoutez votre voix quand vous parlez. Et puis ensuite, vous allez cesser de tirer la tête rentrer la tête dans le corps et écouter la différence. Maintenant, je me tais pour que vous vous entendiez. Ok, donc si vous voulez, quelques-uns d'entre vous peut déjà allumer son micro, si c'est ok de faire ça. Est-ce que vous avez entendu une différence? Moi, j'entends rien. C'est très, très curieux hein, d'être dans un travail sur la voix et de rien entendre. Je n'entends que la mienne. C'est très bizarre. Oui, Mais, Célia. oui. Quand j'ai fait l'exercice, en fait, oh le chat, il a tout coupé. Vous m'entendez là ou pas? Oui. 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 Je veux dire, ça a arrêté de résonner quand je me mettais la tête en arrière. Et ça résonnait beaucoup plus dans mon thorax quand je me remettais la tête dans le prolongement de la colonne. Mm-hmm. Voilà. Super. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a observé quelque chose? Oui, effectivement, c'est Solveig Hakuna. Quand la tête les cervicales sont bien redressées, la voix est beaucoup plus timbrée. Et je fais exprès maintenant de changer. Ma voix est bien voilée si la tête part vers l'arrière. C'est ça. C'est ça. Très bien. Donc, en fait, l'idée, c'est de cesser de faire ce qui est une interférence et non pas de corriger ou de faire autre chose. Donc, c'est vraiment autre chose si je décide, donc si ma tête part un peu en arrière comme ça, et que je décide de tirer ma tête maintenant pour surtout ne pas la tirer en arrière, je vais créer une tension et un effort d'un autre genre. Donc, on ne cherche pas à corriger, mais simplement à prendre conscience. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est très gros, hein, qu'on exagère, mais on aura tous nos petites interférences avec des moments où elles seront plus graves, on va dire, ou plus gênantes que d'autres. Et puis il y a des moments où on se laisse tranquille et tout va bien. Mais en gros, ce que je voulais dire, c'est que tirer la tête vers le haut comme ça, je l'exagère bien sûr aussi, ça va créer d'autres tensions et ce n'est pas ce qu'on cherche. On ne cherche pas à tirer la tête vers le haut. On cherche simplement à prendre conscience des interférences et puis de cesser de s'interférer soi-même, tout simplement. Donc si ça, c'est mon interférence, c'est quand j'en prends conscience et je cesse de le faire, hop, en lâchant les tensions autour de ça, ma tête va revenir se placer au-dessus de ma colonne différemment et mon cou sera beaucoup plus libre. Il sera beaucoup moins gênant. Et l'effet, c'est que j'aurai plus de mobilité dans mes côtes, plus d'air qui vont rentrer dans mes côtes. Et il y aura un effet en chaîne comme ça qui va descendre jusque dans mes pieds et j'aurai plus de sol. Je serai bien plus ancrée dans le sol, sans à chercher l'ancrage. Donc c'est très courant. Moi, dans mon parcours de chanteuse, j'ai eu beaucoup de professeurs de chant envers qui je suis très, très reconnaissante. Parce qu'ils m'ont dit toutes sortes de choses
Et étant très passionnée, élève très passionnée et voulant faire exactement ce qu'il me disait, eh bien, je faisais les choses avec beaucoup trop de passion, d'ambition, pas assez de compréhension de mon corps. Et finalement, ça m'a porté préjudice. Donc, il y a eu des progrès. Pendant ma première année d'études au conservatoire, j'ai bien progressé en chant. Et la deuxième année, tout est redescendu et j'ai déprogressé. Et c'est le jour où ma professeure, donc là je parle juste un peu de ma propre expérience, mais le jour où ma professeure m'a dit, après que je n'avais pas du tout travaillé mon chant pendant une semaine, elle m'a dit, mais c'est merveilleux Célia, on voit que tu as bien travaillé cette semaine. Avec cette phrase-là, elle a planté, sans qu'on le sache ni elle ni moi, ma première petite graine Alexander, où je me suis dit, mais c'est le monde à l'envers. Plus je fais des efforts, et moins ça porte ces efforts. Quand je cesse de travailler, je cesse de travailler mon morceau, c'est mieux. Je reçois des compliments. Donc, je me suis un peu gratté la tête. Et j'ai continué mon chemin. Et c'est quelques années après que j'ai trouvé cette méthode. Mais ce sont les méthodes qui me permettaient de travailler sur mon instrument, donc sur mon corps, qui me faisaient vraiment avancer. Parce que les professeurs me disaient toutes sortes de choses, mais je ne savais pas les interpréter correctement. Je faisais tout dans trop d'efforts. Je le faisais avec mes propres références, puisque je n'avais pas d'autres. Et donc, avec la meilleure foi du monde, on va dire, ou les meilleures intentions du monde, ça me faisait reculer, en fait. Voilà. Donc, il a fallu que je rencontre un enseignant Alexander pour comprendre que moins j'en faisais, mieux ça allait. Et en même temps, j'avais quand même besoin de la technique du chanteur. J'avais besoin de ça. Mais j'avais besoin d'un filtre qui me sorte de trop de faire. Et ça, c'est devenu pour moi mon filtre Alexander. D'être dans un équilibre. Et maintenant, où toutes les méthodes que j'apprends, les nouvelles choses, passent par ce filtre Alexander. Et pour rester beaucoup plus fidèle à moi-même et à ma nature, à mon design. Ok, donc maintenant je reviens sur mon partage d'écran. Attendez, hop. Alors, là, voilà. Alors, là, c'est une image qui m'a été montrée, parce que je l'avais vue, mais c'est mon regard qui a été montré par un de mes maîtres, professeur Alexander, qui s'appelle Bruce Fatman, et que j'apprécie énormément. Il prend des exemples dans l'art, notamment Michel-Ange. Et là, on voit quelqu'un qui a plutôt cette attitude que j'ai décrite de la tête qui va en arrière, d'une contraction dans le cou, le dos qui s'arrondit. Est-ce que vous voyez ça? Les yeux sont écarquillés. Il exprime plutôt l'angoisse ou la peur. Enfin, il n'est pas complètement détendu. Et puis, à l'opposé de ça, on a un autre exemple, la Sibylle. Qui, elle, dans cette magnifique spirale, des pieds à la tête, vous voyez qu'elle prend appui avec son gros orteil sur un socle, un dos très ouvert qui ressemble à celui de mon fils, une nuque plus dégagée, vraiment une ouverture du dos qui exprime la grâce.
la détente. Et la puissance. Il y a une puissance dans ce dos. J'aime bien le fait qu'on voit son pied, parce que ça compte aussi. Alors, je disais dans mon texte que attendez, je vais peut-être pas parler de ça tout de suite. Je parlais juste du pied. Donc, là, j'ai une autre photo qui vous montre complètement autre chose. C'est un cow-boy qui met un taureau à terre. Et la façon qui lui permet de faire ça, enfin, la technique, la méthode, c'est d'attraper le taureau par les cornes, puis de tourner, de rentrer sa tête dans son corps et de tourner sa tête. Donc, de faire quelque chose comme ça. Là, on ne voit pas encore qu'il rentre sa tête, mais quand on rentre la tête et qu'on la tourne, ça va affaiblir le taureau. Il n'aura plus aucune puissance dans son dos, plus aucune puissance dans ses pattes, et ça le fait s'écrouler. Donc, c'est intéressant aussi de voir que cette relation de la tête, du cou et du dos va impacter aussi nos mouvements et va impacter aussi notre prise au sol. Donc, pour la petite histoire, Alexander s'agrippait aussi au sol. Quand il déclamait, il s'agrippait au sol parce qu'on lui avait dit qu'il fallait qu'il s'ancre pour bien projeter sa voix. Et donc, voulant bien faire ce qu'on lui avait dit, il s'est mis à contracter ses pieds et ça impacte aussi la voix. Donc là, je vais vous montrer une photo qui vient d'un livre qui s'appelle Anatomy Trains de Myers, M-Y-E-R-S. Et il a découvert des chaînes musculaires et faciales dans le corps. Et celle-ci, c'est la chaîne, la ligne frontale. Il appelle ça la ligne frontale. Et je ne vais pas aller très loin maintenant dans des choses anatomiques, mais je voulais juste vous montrer, parce que dans mon texte, vous disiez, oui, qu'est-ce que mes pieds ont à voir avec ma voix? Eh bien, vous allez voir que ça a pas mal à voir, et on va faire l'expérience de ça dans un instant, puisque vous voyez qu'il y a toute cette chaîne musculaire. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Donc là, je suis jusqu'au gros orteil et tous les autres orteils. Il y a cette chaîne musculaire qui part ici des orteils, qui remonte le long des tibias, les fémurs. Là, on voit les muscles profonds autour du fémur. Le psoas ici, qui fait le lien entre les jambes et le plexus solaire, enfin les lombaires, les dorsales ici. Et il se trouve que dans cette région-là du plexus solaire, c'est là où s'attache le diaphragme. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a une connexion, ils sont vraiment voisins. L'iliopsoas et le diaphragme sont très liés. Donc, la qualité qu'il y aura dans vos jambes va impacter votre voix. Si vous avez des jambes trop tendues, ça va se refléter dans votre voix. Si vous avez les pieds contractés, ça va se refléter dans votre voix. Si vous avez des tensions dans le cou, ça va se refléter dans le reste du corps. Donc, tout est lié. Et ça va jusqu'en haut, jusque ici, dans le cou, jusque dans la tête. Alors, il y a aussi toutes sortes de muscles, mais ça, c'est
Blandine Calais-Germain qui va pouvoir vous en parler. Je crois qu'elle a déjà donné une conférence. Elle est très experte en la matière, de voir les liens musculaires. Donc, il y a des muscles qui s'attachent dans les omoplates et qui viennent dans le lyoïde, l'os qui se trouve ici, ou la langue sur laquelle la langue s'attache. Donc, imaginez la qualité qu'il y a dans vos épaules va avoir un effet aussi sur votre langue et sur votre voix. Ok. Ok, je vous invite, je vais faire une petite pause, voilà. Je vous invite à vous mettre debout et à mettre vos caméras en marche pour que je puisse vous voir aussi, pour ceux qui veulent bien être visibles. Ok. Donc, ce que je vais proposer demande un degré de kinesthésique assez fin, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Donc, la kinesthésie, le sens de la proprioception, c'est ce qui vous renseigne sur vous-même. C'est le sens du toucher. C'est le sens aussi de l'orientation. Il vous permet de savoir où sont les parties de vous-même par rapport aux autres parties de vous-même. D'accord? Donc, si je lève mon bras, mon sens de la proprioception va me renseigner sur le fait que mon bras est levé. Je n'ai pas besoin de le voir pour le croire. C'est mon sens intérieur qui va me renseigner sur la position de mon bras dans l'espace. Donc, ce n'est pas grave si vous remarquez aucune différence. Alors, je vais vous proposer de contracter vos pieds, de vous agripper au sol, même de partir un peu en arrière et de vous retenir de tomber. Oui. Est-ce que vous remarquez une réaction à ce léger tomber vers l'arrière dans les jambes ou dans d'autres parties du corps? Donc, comme je vous ai posé une question, ce serait pas mal à nouveau d'allumer vos micros. Dans les genoux? Dans les genoux, ouais. Dans l'abdomen, ça se tend ici. Ok. Jusque dans la mâchoire. Ouais. Jusque dans la mâchoire. La gorge et la mâchoire, oui. La gorge. Aussi oui. dans la nuque. La nuque. Et oui. Oui, absolument. Le palais. Oui. Donc là, on a un bel exemple, comme quoi les pieds ont grandement à voir avec la voix. Parce que s'il y a quelque chose qui se passe dans le palais, une contraction qui vient dans la nuque, vous pouvez imaginer que ça va impacter la voix. Donc maintenant, si je vous demandais de faire un son, et vous pouvez le faire, n'hésitez pas à faire un son en tombant en arrière, légèrement en arrière, et en vous agrippant au sol pour éviter de tomber en arrière. Ah, faites un son. Ok. Maintenant, vous allez cesser de vous agripper au sol, ne plus tomber en arrière. Donc, pour certains, merci. Donc, vous allez, pour certains, je vous dirai ça après. Donc, vous revenez à la normale, quelque chose de plus simple, de plus équilibré, et vous refaites votre son. Les orteils sont détendus.
peut être des petits changements imperceptibles, ça peut être des grands changements selon ce qu'on fait et comment on le fait. Mais même si ce sont des tout petits changements, c'est déjà intéressant. Ce qui est important, c'est ce qu'on cherche en tout cas, c'est d'avoir un cou détendu. Suffisamment détendu pour que le larynx puisse faire ce qu'il a à faire quand on chante. Ouais. Ok. Est-ce que vous avez eu des observations sur le changement de la qualité de la voix ou dites-moi. Oui? Stéphane, tu veux tu peux le dire en allemand et je traduis? Or English, maybe. Oui? It's quite obvious how much the sound of the voice changes, and also the feeling of how it feels when I produce sound. So it's very much noticeable. Mm-hmm. Ok. Super. Oui? Il faut allumer ton micro. Moi, j'avais l'impression que mon thorax était beaucoup plus ouvert et j'avais le sentiment d'une caisse de résonance vraiment quand j'avais les pieds détendus. Oui, super. Irène? Oui, je disais que quand je m'agrippe avec les pieds, c'est un filet de voix qui sort. C'est complètement contracté. Le cou est complètement contracté et c'est vraiment rien. Il n'y a rien qui sort. Et puis après, c'est normal, quoi. Mm-hmm. Ouais. Ok. Super. Donc on a. Oh, du coup, j'ai oublié de. Est-ce que j'ai traduit ce que Stéphane a dit? Non, j'ai pas traduit en français. Mon Dieu. Non. Excusez-moi. Il disait, du coup, j'ai oublié. Il a dit que c'était très net la différence entre les deux sensations. Ouais. Et que ça impactait clairement la voix et le sentiment à l'intérieur de la bouche. C'est ça. Merci. Ok. Alors, je vais revenir à mes petites images. Voilà. Ok. Donc, bon, là, je peux vous montrer aussi une image qui vous montre un petit peu l'effet d'une tête lourde qui pèse sur le corps, enfin qui pèse justement pas vraiment sur le corps, qui est devant le corps. Donc vous voyez l'image à droite. La tête, elle est devant la colonne ou devant la poitrine. Et du coup, elle sera bien plus lourde. Elle semblera être bien plus lourde. C'est un petit peu le même phénomène. Hein. Si on porte quelque chose de lourd, une chaise, si on portait notre chaise à bout de bras, elle semblerait bien plus lourde que si on la portait près de son corps. Eh bien, c'est un peu la même idée avec la tête qui pèse 5 à 8 kilos. Donc, si on va de droite à gauche, vous voyez que l'image tout à fait à gauche, la tête est beaucoup plus orientée au-dessus de la colonne vertébrale, elle n'est pas devant la poitrine. Et ça va délester le larynx, tout le système vocal, parce que la tête repose vraiment sur la structure de la colonne vertébrale et non pas sur du muscle, comme à droite. Et vous voyez l'effet sur toute la colonne. À droite, elle sera contractée, rétrécie. Les muscles vont travailler doublement. Et à gauche, tout le système va pouvoir... tous les muscles vont être dans un bon tonus. Donc, ne vont pas travailler trop. Vont travailler juste ce qu'il faut. Et on aura cette sensation de non-effort
quand on est debout ou quand on chante ou dans tout ce qu'on fait. Parce qu'on se met à respecter le design du corps. Donc là, c'est des photos statiques, mais il faut le vivre pour vraiment goûter ce que je dis, ce dont je parle. Ouais, alors, beaucoup de personnes. Alors, je vais vous montrer cette petite image rigolote où on peut voir que chacun d'entre nous a sa façon de marcher. C'est un petit peu caricatural, mais si on regarde bien autour de soi, la prochaine fois que vous êtes dans une gare ou à l'aéroport ou dans un café, vous allez voir les gens marcher autour de vous, assis autour de vous, et chacun aura sa façon, sa référence, sa façon d'être, de marcher. Donc là, à gauche, vous voyez cette dame pour les courses. Elle a la tête bien en avant et on a un petit peu le cas de figure de ce qu'on a vu à l'instant, d'une tête qui sera lourde, qui va peser sur le corps. Le corps va vraiment travailler dur pour porter cette tête. Ici, le fumeur de pipe, il a tendance à monter les épaules et à partir un peu en arrière. Donc, s'il tombe légèrement vers l'arrière, il va aussi fournir des efforts pour se rattraper et se tenir droit, pour être debout. Cette dame, devant lui, on voit que c'est sa poitrine qui guide. Le monsieur, tout le contraire, c'est vraiment le nez qui guide. Il a la tête dans le chou, on pourrait presque dire. Et le tout dernier, il part en arrière. Donc, aucun ici n'est vraiment, on va dire, dans une attitude qui sera la plus facile. Chacun, et pourtant, voilà, ça, c'est des choses qu'on voit à plus ou moins grande échelle chez tout le monde. Et chacun d'entre nous aura une petite version de ce qu'on voit ici. Mais on n'en a pas conscience. Chacun aura aussi son angle mort, ses zones aveugles dans son corps conscience. Je parle toujours de corps conscience parce que c'est indissociable. Et c'est sur quoi Alexander insiste. C'est que il a vraiment travaillé avec cette unité psychophysique. Dans tout son travail, il est tout le temps en contact avec cette unité-là, avec notre conscience et notre corps. Donc, quand un professeur de technique Alexander pose ses mains, là, c'était le cas d'Alexander sur le dos, ou ici on voit des mains sur une tête. C'est les mains de Bruce Fatman d'ailleurs. Quand les mains d'un professeur, là je travaille avec une chanteuse, j'ai mes mains au niveau de la tête et du cou, mais j'ai tout le corps en fait dans mes mains. Je sens ce qui se passe jusque dans les orteils. Je sens ce qui se passe dans les mains, dans les épaules. Mais on aime bien mettre l'accent sur ce système central parce que c'est là qu'on va pouvoir vraiment avoir le lâcher, le rééquilibrage de tout le système la plus effective. Ok, alors, Alexander, il a parlé, il dit que la tête guide, le corps suit. On voit ça ici chez ce sportif, Michael Jordan. Peut-être qu'on peut le reconnaître, je ne sais pas si vous pouvez le reconnaître, mais il y a une sorte de cohérence dans son geste. Je vais essayer de vous trouver une autre. Chez les grands et très bons sportifs, on peut le voir. Ici, on voit chez l'animal. La tête guide et tout le reste du corps suit. Dans cet alignement, cet allongement,
C'est très reconnaissable. Je n'ai pas pris énormément de photos de ça, mais ici, ce n'est pas la tête qui guide et le corps qui suit. Ici, c'est par exemple à gauche, c'est le dos se creuse. On va dire que c'est presque pas reconnaissable ce qui guide. Peut-être les épaules. Chez le monsieur qui fume la pipe, c'est son ventre. Chez la dame qui est devant lui, c'est sa poitrine. Chez la personne qui est en face de la dame, c'est clairement son nez. Son nez, mais c'est son nez mais la tête n'est clairement pas orientée au-dessus de la colonne. Son nez qui est vraiment qui part dans la direction où il va. Et le corps reste en rade en fait. Il est derrière. Ok. Donc, est-ce que je vais... Ouais, je vais revenir vers vous. Hop. Ok. Donc, on peut faire ça ensemble. On va se lever. Et puis, on va faire quelques pas dans la pièce. On va se laisser guider par notre ventre. Et quand vous marchez en vous laissant guider par le ventre, dites une phrase ou décrivez ce que vous voyez, juste pour entendre l'impact sur la voix. Donc, vous marchez vraiment le ventre en avant et vous pouvez dire quelques phrases. Et puis, vous allez cesser de vous laisser guider par le ventre et continuer à parler pour entendre et sentir s'il y a une différence. Ok, maintenant on va faire la même chose, on va faire la variante de la femme qui sort la poitrine. Donc là, on se rapproche un peu de l'histoire d'Alexander qui, pour déclamer, prenez, happez l'air, sortez la poitrine et rejetez sa tête un peu en arrière. Donc on ne va pas rejeter la tête en arrière, on va simplement sortir la poitrine, comme ça. Et puis là aussi, on va parler, on peut chanter et on va faire quelques pas. Et vous allez entendre aussi une autre qualité dans la voix. Ouais, dites quelques phrases. Moi, j'entends d'autres résonances, d'autres couleurs dans ma voix. Mais ça me demande pas mal d'efforts. Okay. Puis vous arrêtez et vous faites comme normal. Vous revenez à la normale et vous dites une phrase, vous chantez. Ok. Et maintenant, pour s'amuser, on va prendre celle de la femme qui porte les courses. Comme ça. Et on va dire quelques phrases en portant nos courses. On s'imagine qu'on porte des courses. On est courbé, on est fatigué. Et vous pouvez chanter une comptine ou dire une phrase. Et puis vous cessez de porter vos courses et de courber l'échine et vous dites une phrase et vous chantez ou vous parlez. Ouais. Et maintenant, on va faire l'exemple du bonhomme qui était devant la dame, c'est-à-dire qu'il a vraiment le nez dans sa direction. Alors, je ne sais pas si vous voyez, comme ça. Et vous allez marcher. Donc, la tête est vraiment devant, elle n'est pas au-dessus de son corps, elle est devant son corps. Et on marche et on parle. Et on parle comme ça. C'est les vieux professeurs des écoles, souvent ils sont comme ça, là, ils parlent. Ils ont des choses intelligentes à dire, mais voilà, ils sont un petit peu la tête dans le corps. Et puis vous cessez de faire ça. Vous allez être immédiatement soulagé.
Et vous dites votre phrase, vous chantez votre phrase. Ouais. Très bien. OK. Donc, vous voyez que votre comportement va impacter sur la voix et sur le ressenti, sur le geste. Est-ce que vous avez vous avez entendu les différences? Oui? OK. Bon, on l'a fait très gros, tout ça, hein? Donc, ce serait difficile de ne pas sentir ni d'entendre les différences. Alors, tout ça, on fait tous des versions, des petites versions. Et c'est là où, quand on est normal, à la normale, on ne se pose pas vraiment de questions. Mais dans cette normale, on a tous nos petites tensions là, qui viennent nous compliquer la vie. Alors, ça peut être dans les épaules. Ce sera différent pour chaque personne. Ça peut être dans les genoux, qu'on a tendance à tenir les genoux ou à tenir dans le bassin. Chacun aura une autre histoire, d'autres références. Alors là où ça devient intéressant, le travail, c'est que Alexander s'est dit, bon, alors c'est tout simple. Si je vois que ma tête va en arrière et que ça voile ma voix, ben, il suffit simplement de cesser de faire ça, de la diriger vers le haut et vers l'avant. Mais ce n'était pas gagné parce que dès qu'il voulait déclamer, dès qu'il pensait même à parler, sans même le faire, hop, il retombait dans son habitude. C'est ce qu'il a très vite compris que ce n'était pas si simple. Et c'est ce qu'il a appelé la force de l'habitude. C'est véritablement une force. C'est-à-dire qu'il avait beau décider de ne pas le faire, ça le rattrapait. Son habitude, son automatisme le rattrapait. Et il se retrouvait à nouveau dans son schéma habituel. Donc, il n'était pas vraiment plus avancé. Il était éclairé, mais il ne pouvait pas sortir de ça. Alors, il s'est mis à chercher un moyen. Et un de ses outils, ça a été de ne plus vouloir parler. Parce que dès qu'il voulait parler, c'est comme s'il tombait dans le même piège. Donc, il a fallu qu'il fasse un temps de pause. Il a fallu même qu'il aille plus loin et qu'il dise « Non, je ne parlerai pas. Je ne parlerai pas, je ne déclamerai pas tant que je sens que ma tête rentre dans mon corps et que je crée des contractions autour de ma parole. » Compliqué tout ça. C'est ce qu'il a appelé l'inhibition. Donc, il inhibait ses interférences. Ce n'est pas l'inhibition freudienne, c'est une qui est très différente. C'est une inhibition qui est là pour nous libérer de nos interférences. Donc, il devait dire non, je ne vais pas parler et se donner des directions. Donc, ces directions, c'était pour revenir à cet état de non-contraction, cet état plus libre, plus entière. Des pieds à la tête, plus entière. Je vais rester là-dessus. Donc, pour lui, la direction, c'est si je remarque que ma tête va en arrière, que je happe l'air, donc je monte la poitrine et ma tête va en arrière, eh bien, je vais d'abord devoir dire non à l'envie de déclamer pour pouvoir, dans un deuxième temps, encourager le retour à plus de liberté, à la non-interférence, la non-ingérence propre. Et donc ça produisait, quand il lâchait les tensions du cou, hop, sa tête revenait au-dessus de sa colonne vertébrale. Et pour lui, la direction, c'était vers l'avant, et vers le haut et vers l'avant. Et il y avait toute une réaction en chaîne de tout le corps qui suivait ce mouvement de la tête vers le haut. Donc,
la tête vers le haut, il faut faire attention parce qu'il peut y avoir beaucoup de malentendus autour de ça. Beaucoup de personnes ont entendu parler du fil. On peut s'imaginer que la tête est tirée par un fil. Ça peut créer d'autres problématiques. Si on tire la tête, tout dépend de ce que les gens en font de ces imageries. Donc, c'est de la dentelle, en fait, ce travail, parce qu'on apprend à ne plus faire, mais plutôt à cesser d'ingérer dans ce que la nature a prévu pour nous, d'ingérer ou d'interférer dans son design. Et ce qui va nous aider, c'est d'avoir d'autres références, une autre compréhension du corps. Et là, la cartographie du corps va nous aider. Donc, savoir où est la tête ou ce qu'est la tête, ça va nous aider. Si on ne sait même pas où est la tête, on n'est pas bien avancé. Donc, si pour vous, la tête, c'est ça, ce que le commun des mortels pourrait croire, ça, c'est ma tête, eh bien, ce n'est pas la même compréhension que ce que Alexander a découvert quand lui, il parlait de la tête. Lui, il se référait à ça. Donc, vraiment, le crâne, donc un ovale dans l'autre sens, comme ça. D'accord? Et non pas ça. Si on croit que la tête, ça inclut la mâchoire, d'imaginer que la tête va vers le haut et vers l'avant, c'est complètement une autre information que si je me réfère à cet ovale-là du crâne, sans du tout inclure la mâchoire qui est finalement un membre. Elle n'a rien à voir avec la tête. C'est un membre qui s'articule dans le crâne. Donc ça change tout si maintenant je comprends que ça, c'est ma tête et non pas ça. Si vous dites oui avec votre tête-visage, si vous hochez oui avec votre tête-visage, ce sera une autre sensation, une autre expérience que si vous dites oui avec la tête, le crâne. Donc, cet ovale ici, si vous mettez une main sur le front et sur l'arrière et que vous hochez la tête en étant conscient que la tête, elle est posée à la hauteur de vos pommettes ou à la hauteur de votre nez, ça va être complètement un autre mouvement, une autre qualité de mouvement que si vous dites oui à partir de la troisième vertèbre cervicale. Donc, oui, je hoche de la tête comme ça, ou oui, je hoche de la tête comme ça. Qu'est-ce qui est plus facile pour vous? Qu'est-ce qui vous semble le plus libre? Celui qui implique moins d'efforts. Le oui du visage, la tête-visage, ou le oui du crâne? Le oui du crâne. Ouais, qui c'est qui parlait? C'est moi, Isabelle. Ouh, tellement non. Ok, d'accord, oui, je te vois. Oui, donc ici, à partir d'ici. À partir d'ici, ça demande moins d'efforts. Oui, absolument. C'est ça. Donc, on peut faire encore plus doux ce petit hochement de tête en s'orientant sur les pommettes. Et vraiment en s'imaginant que la tête, elle est tout là-haut. Donc, je vais vous montrer mon assistant. Est-ce que vous voyez? Ouais. Donc là, ce sont les vertèbres du cou. Et là, vous voyez la mâchoire. D'accord? Donc, finalement, le dos, il vient jusque derrière la bouche. Vous voyez ça? Le dos, il vient jusqu'ici. Quand on parle du cou, si on se regarde comme ça dans la glace, on imagine que ça, c'est le cou.
on se regarde rarement dans la glace comme ça. Et vous voyez comme il y a tellement plus de vertèbres quand on regarde de derrière, quand on a cette vue-là, il y a ça en plus de vertèbres. Donc, si notre référence, c'est celle-ci, elle est faussée. On a une mauvaise cartographie du corps. Si on se rappelle et qu'on met ça dans son corps, que les cervicales, elles viennent jusqu'ici, à ce moment-là, on peut accéder à cette jonction du cou, là où elle est vraiment. Donc, là, vous voyez la première vertèbre, l'atlas. Et là, vous voyez l'occiput. Donc, ce sont ces deux petits protubérances, on va dire, comme ça. Et elles viennent ici se poser dans la colonne. Et ça bascule, comme ça. Quand on dit oui, ça bascule d'avant et d'arrière. On a d'avant en arrière. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais hop, hop, hop. Donc, c'est vraiment cette articulation-là qu'on veut entourer de soi, la soi S-O-I-E, pour revenir à soi, d'ailleurs, S-O-I. C'est quelque chose de très soyeux, de doux. Okay. Donc, quand on revient ensemble à cette articulation, plus on enrobe de non-faire, de soi, et ensemble avec la compréhension de l'orientation, quand on a une bonne cartographie, ça va permettre aux tensions du cou de lâcher petit à petit. Si on laisse la tête bien... Et c'est comme si on se donnait un petit massage avec la base du crâne dans l'atlas. Si on peut s'imaginer que ça fait ça, c'est absolument délicieux. Plus c'est doux, plus c'est fort et plus c'est puissant. Ouais. Et il y a tout le dos qui potentiellement va pouvoir se dénouer, vraiment s'ouvrir. Alors, quand on parle de la tête, c'est bien aussi de se rappeler de ses appuis, parce que c'est tellement puissant ce qui se passe là qu'on peut partir un peu en... c'est fin et que ça se défait. Donc, c'est bien d'être conscient en même temps des appuis, du sol sous les pieds, du support de la chaise sous le bassin. Parce qu'on veut toujours travailler avec les oppositions. Donc, on est toujours intéressé par ce qui se passe en bas. Plus on est en haut dans notre corps, plus c'est intéressant d'aller voir en bas. Plus on s'intéresse à ce qui se passe dans les pieds et dans les jambes, plus c'est important aussi de le relier avec ce qui se passe dans le dos, la nuque et la tête, dans cette dynamique-là. Ok. Ok. Donc, il y a un autre principe que je n'ai pas évoqué, et puis je vais vous laisser me poser des questions, parce que ça fait un moment que je parle. Quand quelqu'un sort de son habituel, de son comportement habituel, eh bien, la première chose que la personne va me renvoyer, en règle générale, c'est « Ah, c'est léger, c'est beaucoup plus facile, ma voix sort mieux, j'ai plus de résonance, etc. » Mais ce n'est pas naturel. C'est souvent ce que j'entends. Ce n'est pas naturel. Oui, parce qu'effectivement, ce n'est pas habituel. Donc, moi, je remplace ce mot naturel par habituel. Ce n'est pas habituel. On vous sort de vos références. Et il faut un petit temps pour s'orienter sur autre chose quand on sort de ses propres références. Donc là, l'enseignant Alexander va guider l'élève dans ses nouvelles références, mais c'est étranger à nous-mêmes.
puisque on sort de ces comportements habituels. Toujours au nom de plus d'expression, de voix, de la voix, plus de liberté, plus de facilité. Voilà, donc ça, il disait que notre sens de la perception peut nous tromper, qu'il n'est pas fiable. Donc ça, c'est un autre principe. Et tous ces principes nous permettent on va dire, de se redessiner, de changer son comportement au nom de plus de facilité pour revenir à une entièreté et une facilité de mouvement qu'on reconnaît bien chez les petits-enfants, en fait, et un naturel. Voilà, bon, je vais écouter un peu vos questions. Je vous donne la place pour des questions-réponses. Je vois qu'il est 9h14 et je peux vous montrer une petite séquence que j'ai faite aujourd'hui sur l'idée d'une amie chanteuse, parce que je n'en avais pas, moi, à disposition. J'ai travaillé avec beaucoup de personnes et beaucoup de chanteurs, mais je n'ai jamais filmé ces séquences. Et donc, elle m'a proposé de le faire un peu au pied levé aujourd'hui, parce que de toute façon, on se rencontrait aujourd'hui. Et si ça vous intéresse, je peux vous montrer un petit morceau de séquence avec elle. Oui? Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'abord des questions sur ce que j'ai dit avant que je vous montre cette petite séquence? Alors, il n'y a pas de questions dans le chat, mais peut-être qu'il y a des gens qui vont nous faire part de certaines questions, soit en les écrivant dans le chat. Ce qui est, je trouve intéressant, c'est de savoir comment, en situation, il faut penser à beaucoup de choses, en fait, donc, pour rectifier sa posture. Oui et non. Enfin, il faut penser à beaucoup de choses. Dis-moi un peu plus. Comment est-ce que... J'ai l'impression là, donc il faut faire attention à ses pieds, à la façon de se tenir en général, comment on porte sa tête, parce que chanter, ça demande un effort. Ça demande un effort. Musculairement, on est quand même oui. Tonique. Enfin, il faut être vraiment très, très tonique. Ça demande pas mal d'efforts selon ce qu'on chante, etc. Et donc, comment intégrer cette notion d'effort dans le non-effort? Ou plutôt de non-effort dans l'effort. Voilà, c'est ça. Comment équilibrer les deux? Oui. Eh bien, dans le chant, moi, je dirais qu'il n'y a pas d'effort, en fait. Il y a du tonus. Ouais. Et que on a plusieurs couches de muscles dans notre système. Il y a les muscles superficiels et puis il y a les muscles profonds. Et le problème vient quand les muscles superficiels se mettent à faire le travail des muscles profonds. Et là, c'est souvent le cas, en fait. Donc, dans la technique Alexander, on peut rééquilibrer tout ça pour que les muscles profonds qui nous donnent la sensation du non-faire, quand ils font bien leur travail, quand ils ne sont pas en surtension, puissent nous donner ensuite l'équilibre ou l'équilibre nécessaire pour avoir cette sensation de chanter dans le moindre effort. Il faut un certain effort, bien sûr. Je veux dire, il y a un tonus qui est demandé, mais un tonus, ce n'est pas la même chose que du travail musculaire. Des tensions, tu veux dire des tensions? Des tensions, oui. D'accord. Donc, moi, j'aime bien m'orienter beaucoup sur la structure osseuse, puisque les muscles profonds sont très proches des muscles des os.
Et donc, en ayant aussi en visualisant la structure osseuse, je montre aussi des images de comment on est agencé. On permet on peut se remettre à ce maintien intérieur et lâcher, du coup, toutes les autres choses qui viennent un peu se rajouter sur notre activité. Mais ça peut être intéressant si vous ou une autre personne a envie d'être un petit cobaye, un gentil petit cobaye, on peut faire l'expérience de ça ensemble. Si quelqu'un veut chanter, moi je donne une petite séquence, je donne un renvoi et je peux montrer que c'est pas si compliqué que ça. Mais je vous laisse réfléchir à ça. Je vous montre la séquence tout à l'heure de cette séance avec cette chanteuse. Et puis, si on a encore le temps, quelqu'un peut se porter volontaire. Ou Isabelle. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sinon? Oui, il y a une question de Richard, même 2 questions de Richard. La première, il aimerait savoir comment ce travail a fait évoluer ta voix chantée. Ah. C'est pas mal comme question. C'est dommage, je n'ai pas ma voix chantée enregistrée d'avant et après. Ça, c'est... Mais je peux dire que quand j'étais moi-même guidée par un enseignant Alexander, tandis que je chantais, c'était très bouleversant à chaque fois pour moi, parce que je revenais à un état de grâce que j'avais connu à mes débuts et que j'ai perdu en chemin. C'est-à-dire que je voyais que les tensions, je lâchais mes tensions et que chanter me demandait beaucoup moins d'efforts que ce que j'imaginais. Donc, ça n'allait pas dans le sens d'Isabelle, il faut penser à toutes ces choses, mais comment on va faire? Ça a l'air compliqué. Au contraire, toutes sortes de choses lâchées, j'avais bien plus de sol sous mes pieds, une sensation vraiment de support très très nette, et ma voix sortait comme un charme. Et je ne savais pas d'où elle sortait. Donc, c'était quelque chose de très, très libérateur et en même temps de bouleversant parce que j'avais vraiment beaucoup travaillé pour mettre en place et maîtriser des techniques qui m'ont servi, mais jusqu'à un certain point. Au bout d'un moment, elles m'ont desservi. Enfin, la façon dont j'approchais ces techniques et je les faisais, ça ne me servait plus. Au contraire, je me mettais trop en mode d'effort, en fait. Donc, ma voix, elle a changé. Bon, elle a pris en fait, elle a changé aussi parce que j'ai lâché une certaine ambition et aussi un certain jugement sur ma voix. Donc, j'avais envie d'avoir une voix qui sonnait d'une certaine manière. Donc, j'étais beaucoup dans la manipulation et l'ouverture ici, etc. Enfin, et puis, je pouvais faire toutes sortes de choses avec ma voix, c'était super, mais je me perdais un peu dans toutes ces techniques et surtout, j'y amenais toujours plus d'efforts. Donc, c'est devenu une voix que je ne reconnaissais plus dans un premier temps, qui ne m'appartenait plus et qui était beaucoup plus, qui venait d'un corps beaucoup plus détendu, en fait, beaucoup plus entier, moins coupé, on va dire. Donc, à la limite, je ne me souciais plus trop de quoi elle avait l'air, ma voix. Je me sentais tellement bien. Et je voyais que les gens qui écoutaient ou qui me voyaient étaient visiblement touchés. Donc, il y a eu... Mais c'est difficile de s'entendre soi-même. Donc, je ne peux pas dire en quoi elle a changé. Je pense qu'elle a eu pris plus en corps et en naturel. C'est ce que je peux te dire aujourd'hui. Merci, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, alors, toujours Richard, qui voudrait savoir si ça aide de renforcer les muscles profonds pour ce travail.
Alors, on les sollicite. Alors là, si je les renforce. Là, c'est trop complexe pour moi. Je ne peux pas dire. Je ne sais pas. Je vais tout simplement dire ça. Ça rééquilibre tout le système et ça sollicite les muscles profonds ça les remet en place, on va dire. Ils ont une chance de faire ce qu'ils ont à faire si les muscles superficiels n'en font pas trop, on va dire. S'ils n'essayent pas de les remplacer. Exemple, si je me tiens droit, debout, ou si on me dit, tiens-toi droit et je tire les épaules en arrière parce que ma tendance, ça pourrait être un peu voûtée. Donc, on me dit, oui, roule les épaules en arrière, tiens les épaules. Et là, je fournis un effort dans la correction qui peut être tellement intégré que j'en ai plus conscience. C'est devenu la normale. Et puis, quand quelqu'un vient avec des mains expertes ou un regard expert et me montre comment je peux lâcher ça, ça me fait prendre conscience que, ah ben oui, tiens, je n'avais pas conscience que je tenais. J'ai tellement intégré la chose que c'est resté comme ça. Et quand j'ai fait l'expérience de comment ça peut être autrement, sans correction, sans faire quoi que ce soit, alors là, ça m'ouvre d'autres portes. Et c'est pour ça que là, la conférence, elle a atteint sa limite, c'est-à-dire que normalement, dans une introduction ou un travail que je fais dans les groupes, tout de suite, je démontre ce dont je parle et je fais vivre ça aux gens en posant mes mains. Donc pour les personnes qui me voient travailler avec quelqu'un, ils peuvent voir les changements et les entendre chez la personne avec qui je travaille. Et puis pour la personne avec qui je travaille, évidemment, ils le vivent. Ce qui est encore plus puissant. Voilà. Bah, écoutez, je vais peut-être passer à la vidéo. Je vais vous la montrer. Elle a été faite vraiment au pied levé. Donc, je ne sais pas ce qu'elle va illustrer. On va voir ensemble, vous allez me dire. Et j'ai fait des petites... je l'ai raccourci un petit peu. Donc, on va la regarder ensemble. Et puis, je pourrais prendre d'autres questions. Alors... Est-ce que je vais la trouver, cette là? Hop. Alors, ce sera... Donc, c'est une chanteuse qui s'appelle Danielle. Je crois que tu la connais, Isabelle. Elle a été dans tes cours aussi. Oui. Oups. Alors. Est-ce que je peux la mettre en grand? Comment est-ce que je peux ouvrir ça pour que ce soit grand? Ah, attendez. Vous voyez? Non, il faut peut-être refaire un partage d'écran. Ah. D'abord ouvrir et ensuite refaire un partage. Ah oui, ça. Alors, hop. Puis... Là, c'est bon? Oui. Oui, là, c'est bon. Ok. J'ai vu, je suis sans lui, si de jouer. Donc on a été interrompu là et on a repris plus tard. Je fais bien.
on reste mobile, on reste fluide, stable, il n'y a rien, tu n'as pas besoin de tenir quoi que ce soit dans les jambes. Et puis je vais chanter, mais en évitant d'avancer la tête pour l'avant. On reste orienté sur les pieds. Endroit, je puis bien complaindre et j'ai qui suis et sans de liesse et de jouer. La troisième respire, je me suis un peu tendue et du coup ça crée des parties de la colonne sous les omoplates. Enfin, plaque les omoplates. Non, justement pas ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Vas-y. Endroit, je puis bien complaindre et gémir. Qui suis et sans de liesse et de jouer. Comment? C'est mieux. On sentait plus libéré, moins contracté au niveau toute la partie haute, la partie du diaphragme. Après, c'est encore un peu plus bas. Donc, ça reste un petit peu tendu. Oui. Ouais. Donc, toujours de l'air, toujours une réserve d'air, pas besoin d'inspirer. Par moi, je puis bien comprendre et gémir. Qui suis et sans de liesse et de jouer. Donc là, elle a pris un respire, je ne sais pas si vous avez vu. Enfin, il y a eu un soupir de soulagement. Qui suis et sans de liesse et de jouer. Je prends quand même de l'air, mais j'ai l'impression que c'est moins sonore pour l'auditeur. Je me sens plus aérienne. Je suis moins fort. Par moi, je puis bien complaindre et gémir. Qui suis et sans de liesse et de jouer. Ne sais comment ne puisse je remarque que la sortie du son est beaucoup plus libérée et que c'est comme si là il y avait maintenant un mégaphone, c'est-à-dire que ma voix est beaucoup plus puissante au niveau du volume sonore et j'ai beaucoup plus de facilité par l'absence de tension. Là, au niveau de la mâchoire, je suis souvent crispée. Là, alors, pas, ça ne me paraît pas naturel comme position de la tête. C'est comme si j'étais quand même un petit peu statue, mais pas figée, bien sûr. Donc, la position de la tête naturelle pour toi, ce serait quoi? Naturel, c'est que j'ai l'habitude d'avoir. Donc maintenant, chante là, juste une phrase.
Moi, je puis bien comprendre et gémir. En même temps, ça tire sur le du larynx. Maintenant, oriente-toi, mais sans te corriger. On ne cherche pas à corriger. Après, c'est effectivement tout le corps à suivre ce mouvement de la tête. On va venir dans cette nouvelle cohérence, cette nouvelle organisation. Et ça propose à ce que les épaules, par exemple, ont tendance à se contracter vers l'arrière. Donc, ça propose des choses aussi les épaules, ici, qu'elles soient un peu plus dégagées du dos. Et reste du dos de suivre ce mouvement de la tête. Ouais, comme ça. Ça va libérer tes côtes plus vers l'arrière et tu vas pouvoir chercher l'air ou amener l'air plus dans le poumon, la partie de tes poumons qui est basse, qui est dans le dos, ou sur les côtés. Ici. Ça. Ok. Ouais, là, tu vois, là, c'est bien connecté jusqu'en bas. Il y a du mouvement. Rien de figé, c'est un mouvement comme ça, très connecté. Les épaules, c'est un petit peu là où il y a des tensions autour de l'épaule. Or, les épaules vont impacter la voix, parce qu'il y a beaucoup de muscles qui s'accrochent, enfin, qui attachent la tête, s'attachent ici au niveau du crâne et qui viennent dans les clavicules, dans les omoplates et dans le tronc, s'attacher ici sur la première côte. Donc, tout ça, ça peut se limiter. La première phrase. À moi, je puis bien comprendre et gémir. Qui suis et sans de lui essaie de jouer. Un seul confort ou prendre ne saurait. Comment? Stop, hein? Beaucoup plus libéré, léger, beaucoup plus de facilité à monter aussi dans les aigus. Voilà. Ok. Super. Elle s'est prêtée très gentiment au jeu. Superbe chanteuse à Strasbourg. Voilà. Est-ce que vous avez trouvé des choses intéressantes pour vous dans cette petite séquence? Vous avez des questions autour de ça? Oui? Moi, j'ai une question. Comment après, elle va retrouver elle-même ce que tu lui as proposé? Parce c'est au millimètre un peu partout. C'est comme si tu modelais. Et je me suis dit, mais comment elle va faire pour retrouver ça toute seule? Eh bien, elle aura une expérience nouvelle physique, dans kinesthésique, et elle aura une direction là-dedans. C'est une information. Alors, exemple, je ne l'ai pas peut-être mis dans l'extrait au début parce qu'on avait été interrompu au début de la séquence. Il y a eu la sonnette. Mais je lui avais dit, j'avais noté qu'elle avait tendance un peu à avancer avec la mâchoire. Par droit, je puis bien complaindre. Par droit, je puis bien complaindre. C'était tout petit, hein, mais voilà. Donc, elle a pris conscience et elle a eu cette expérience de « Ah oui, tiens, ça peut être, je peux placer ma tête, orienter ma tête différemment. » Et donc, ce petit ajustement, elle va pouvoir le reproduire parce qu'elle a pris conscience d'une direction. Ce n'est pas cette direction-là, c'est pas le menton, mais on vient plus haut. On revient à cette histoire de ça, c'est ma tête et non pas ça. C'est un peu dit facilement comme ça, mais
Il y a un peu de ça dedans. Et du coup, ça libère sa mâchoire, puisqu'elle ne se tient plus sur sa mâchoire, je dis ça un petit peu entre guillemets, mais elle ne va pas mobiliser sa mâchoire, donc se tenir dessus pour ensuite la libérer et chanter. Et ça a besoin vraiment de mobilité. Elle va chercher le support là où il doit être trouvé, c'est-à-dire plus loin, derrière, au niveau du crâne. Et ça va vraiment libérer sa mâchoire. C'est ce qu'elle dit d'ailleurs à un moment donné. Elle dit, ah oui, je sens que ça libère, ça lâche, les tensions ici lâchent. Est-ce que c'est une réponse ouais. Oui. Il faut allumer ton micro. C'est bon? Oui. Oui, je voulais ajouter quelque chose. C'est que c'est pas la technique Alexander, c'est pas une baguette magique. C'est comme tous les apprentissages. D'ailleurs, ceux qui pratiquent la technique Alexander se disent enseignants. Et un enseignant, il répète les choses. On n'apprend pas une langue étrangère ou quoi que ce soit en une leçon. Même si en une leçon, on peut retenir certaines choses, ça peut faire des prises de conscience et des déclics dans la tête, mais s'il y a des choses à intégrer, ben, ça prend de la répétition, du temps, de l'engagement, l'envie. Mais parfois, on a l'impression que c'est comme une baguette magique quand même. Moi, en tant qu'élève, j'avais l'impression que c'était magique quand les enseignants m'aidaient à me défaire en quelques minutes des tensions que j'avais accumulées sur des années. Donc, ça avait quelque chose de magique. Et en même temps, c'est quelque chose de très, très pratique. Donc oui, on donne des informations et je peux guider les gens aussi en ligne. Ça marche aussi. C'est-à-dire que je les renvoie en pratiquant l'inhibition et les directions, on peut devenir très vite indépendant et prendre conscience de ce qu'on fait. On n'a pas besoin des mains d'un professeur de technique Alexander, mais du coup, on a besoin de plus de temps parce qu'Alexander, il n'avait pas de professeur pour lui-même. Il avait du temps, beaucoup de passion et plein de miroirs. Nous, on a les vidéos, ça peut nous aider de se voir. C'est un outil que certains professeurs utilisent, de se voir en vidéo pour avoir un retour sur ce qu'on fait, parce qu'on n'a pas conscience souvent de ce qu'on fait. Donc les vidéos ou les miroirs peuvent nous aider aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une question, mais par rapport à... Est-ce qu'il y a une différence entre la technique Alexander et la technique Feldenkrais, ou est-ce que c'est très proche, ou est-ce qu'il y a juste des petites différences? Parce que souvent, moi, j'ai entendu parler de la méthode Feldenkrais, et puis la méthode Alexander, des fois, on m'a dit oui, c'est à peu près pareil. Donc, je ne sais pas. Ils sont très proches, les deux. Enfin, apparemment, Feldenkrais a pris des leçons aussi avec Alexander, donc ils se sont connus. D'accord. Oui. Moi, j'ai hésité, pour vous dire tout, entre une formation Feldenkrais et une formation Alexander. Je trouvais les deux passionnants, les deux méthodes, mais j'ai trouvé qu'Alexander, c'est quand même, il y a des différences. Pour moi, Alexander a été très structurant et applicable tout de suite dans mon quotidien, dans les choses que je faisais dans la vie. Donc, je pouvais tout de suite l'appliquer à toutes sortes de situations. Même si au début, quand on pratique cette méthode, on la fait dans des situations très simples. Être debout, s'asseoir dans une chaise, lever la main pour porter quelque chose, ouvrir une porte. Donc des gestes du quotidien auxquels on ne pense jamais. Et quand on se met à les revisiter et à mettre de la conscience dessus, ça déteint surtout le reste de notre vie. C'est-à-dire qu'après, on peut faire des choses plus complexes et on sent que ça transforme notre façon de faire.
Ouais. Donc c'est très, pour moi, ça a été très immédiatement applicable, très gratifiant, parce que je pouvais tout de suite voir les effets dans ma vie et l'appliquer dans ma vie. Donc quand je faisais à manger, je faisais mes exercices Alexander. Ce n'est pas des exercices, mais j'ai appliqué ce que j'avais appris quand je coupais mes carottes ou quand j'accrochais mon linge, dans des moments, des choses qui ne sont pas forcément passionnantes ou qui ne l'étaient pas à l'époque, les choses du quotidien. Et ça a transformé ces choses-là. C'était beaucoup plus intéressant pour moi, du coup, d'évoluer de faire des choses qui m'intéressaient peut-être moins que d'accrocher le linge. Maintenant, j'ai beaucoup de plaisir à accrocher le linge. Voilà, mais bon, après, ça s'applique à toutes sortes de choses. Et je donne des séances dans des voitures pour des personnes qui conduisent beaucoup la voiture, qui sont intéressées de voir, qui voudraient pouvoir conduire leur voiture sans avoir des douleurs au bout de 30 minutes. C'est très amusant. Et puis, évidemment, les chanteurs, quand ils chantent, les danseurs ou les personnes dans leur vie, en fait. Et Feldenkrais, alors mon expérience, parce que j'en ai fait des ateliers de Feldenkrais, c'est que ce que je faisais dans les séquences, on est guidé dans des mouvements très précis, une chorégraphie très fine pour prendre conscience de son corps. Et effectivement, la semaine après ces séquences, tout mon système se réorganisait. Tout mon système se réorganisait et je faisais les choses avec beaucoup moins d'efforts. Donc là aussi, ça se rejoint, les deux se rejoignent, mais les chemins pour y arriver sont quand même très, très différents. Je dirais que Feldenkrais, c'est beaucoup plus, ça va dans l'exploration et il y a plus de, on va dire, bon, après, c'est les professeurs de Feldenkrais qui vont mieux pouvoir s'exprimer là-dessus, mais c'est un champ plus exploratif par le mouvement. On prend conscience par des mouvements de ce qu'on fait, alors qu'Alexander, il y a vraiment des principes comme l'inhibition et la direction que je ne retrouve pas dans Feldenkrais et qui pour moi sont très structurants. C'est comme une boussole, ça me donne une boussole en fait. Je ne sais pas si ça vous... Ouais. Ok, merci Oui. pour l'explication. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent se manifester, poser des questions? Non? Moi, je me demandais s'il y avait les erreurs de Feldenkrais, d'Alexander qu'il avait trouvées, qui l'ont motivé à démarrer sa recherche. Est-ce que c'est des défauts qu'on retrouve souvent chez les chanteurs? Est-ce qu'il y a des défauts typiques que tu retrouves très, très souvent chez les chanteurs? Ou est-ce que non, chaque cas est différent, c'est pas du tout pareil, rien n'est pareil? Alors, des choses typiques, on regarde, comme dit, beaucoup ce qui se passe dans cette dynamique entre la tête et le reste du corps, hein, la tête, le cou, le dos, ou la tête et le corps, en fait. Mais ce qui se passe ici. Et chez tout le monde, il y aura quelque chose. On va trouver quelque chose chez tout le monde, tous les chanteurs. Je veux dire, on a tous, mais de manière différente. Alors après, on va... Oui, chez une personne, je mettrai mes mains ici, je vais dire, tiens, lâche tes genoux. Et je leur montre. Ou alors je leur dis, tu ne sais pas où sont tes genoux. Sais-tu ce que sont tes genoux? Parce que je vais sentir que la personne tient beaucoup trop au niveau des genoux, par exemple. C'est un peu mon baromètre. Hein, quand je mets mes mains sur le dos, ce n'est pas forcément le cou, mais quelque part le long du dos de la colonne, en lien avec la tête. Pour une autre, la thématique, ce sera plus au niveau des épaules. Il y aura beaucoup de tension dans les épaules. Donc, quand elle lâche ça, ça va nourrir le contrôle primaire. Donc, le contrôle primaire, c'est cette unité physique et psychique et cette dynamique entre la tête et cet équilibre entre la tête, le cou et le dos. Il appelle ça le contrôle primaire.
Donc, quand on fait le ménage là-dedans, pour dire les choses un peu simplement, les effets coulent dans le reste du corps et de l'expérience de la personne dans ce qu'elle fait. Donc oui, chacun et chacune aura d'autres choses. C'est vraiment un travail, c'est de la haute couture. Et en même temps, on est tous des vertébrés, donc on a tous une tête, on a tous voilà, un tronc, des mains, des pieds. Donc il y a des lois qui nous régissent qui sont les mêmes. Les deux sont vrais. D'accord, ok. Merci. Merci. Il y a énormément d'autres choses sur lesquelles on pourrait se pencher, mais je vois que le temps file. On a un quart d'heure. S'il y a d'autres personnes qui ont des questions, j'y réponds volontiers. Sinon, moi, je peux proposer à quelqu'un de guider quelqu'un qui aurait envie. Alors, parce que, oui, j'avais parlé aussi, donc j'ai parlé de cette unité, cette entièreté de soi. Finalement, on travaille sur l'usage de soi en tant qu'enseignant Alexander ou élève, son comportement. Et j'ai évoqué cette idée de quand je suis très fixée sur un certain résultat, ça peut me porter préjudice. C'est là que les tensions vont revenir. Et là, on va un peu plus loin au cœur de ce travail. Alors, j'ai pris le trac comme exemple. Le trac, c'est quoi? C'est qu'on a peur. Quand on a le trac, on a peur. Et on se met à suer ou à perdre ses moyens. Ou... Je ne sais pas si vous avez déjà connu le trac. Il y a toutes sortes, le cœur se met à palpiter. Voilà. Donc, ça peut être intéressant d'avoir un outil qui va nous aider à surfer l'énergie du trac, parce que c'est une belle énergie. Je ne conseille à personne de ne pas connaître le trac, parce qu'elle permet de nous galvaniser, de nous rassembler, de galvaniser nos énergies pour les mettre au service de notre art. Et souvent, ce qui joue dans le trac, finalement, en fait, c'est de là qu'est partie ou qu'est née la technique Alexander. Parce que Alexander, il se débrouillait très très bien, si je ne me trompe pas dans son histoire. Il était très bon acteur, mais c'est le jour où il y a eu un critique de renom dont il savait que c'était quelqu'un de très important, qui se trouvait dans la salle et donc qui pouvait participer à accentuer sa renommée ou pas. C'est ce jour-là qu'il a perdu sa voix. C'est-à-dire qu'il a voulu sans doute doubler d'efforts ou faire particulièrement bien ce jour-là, où il a peut-être souffert un peu plus du trac, en sachant qu'il y avait quelqu'un d'important dans la salle, d'important pour lui. Et c'est cette peur, et la peur, qu'est-ce que c'est? Elle vient tout de suite dans le cou. Hein. Un réflexe de peur, c'est ça. Ah, ah. Vous entendez aussi le son qui... Ah, quand une porte claque, ah. Donc les épaules rentrent, les mains rentrent dans le tronc, les jambes rentrent dans le tronc, tout se contracte, la tête rentre dans le tronc. Et le contraire, c'est ah. C'est l'expire, les membres sortent du dos, les jambes se détendent, on a plus de sol et la tête peut sortir à nouveau du tronc. Ça, c'est le mouvement contraire. Donc j'avais un petit... Vous connaissez ça? Le trac, ça fait... Et quand on sort du trac, wow, il y a tout qui revient. Quand on sort de la peur, qui revient dans cette élasticité, ce système de maintien en soi, de tenségrité. C'est ça qu'on cherche aussi dans la technique Alexander. C'est que tout se tient et tout est dans un bel équilibre dans le non-effort. Donc, ce qui va aider, oui, Céline? J'active. Est-ce que tu as un petit truc, un petit outil à donner justement sur de passer à ça, à ça? Oui.
C'est ça. Ben, on avait commencé à évoquer ça au début de la séance quand on a dit, bon, quand je rentre, quand je me rends compte que ma tête vient dans mon tronc, si je décide de le faire, c'est évidemment beaucoup plus facile de s'en rendre compte. Et donc là, je décide de le défaire. Ouf, je lâche. D'accord? Après, les choses qui sont inconscientes, on a parfois besoin d'un petit coup de main pour les rendre plus conscientes, pour ensuite apprendre à les défaire soi-même à nouveau. Mais si moi, je le fais là, c'est plus facile ensuite de le défaire. D'accord? Donc, c'est la conscience ici dont on a besoin. Le petit truc, c'est la conscience. Et puis, ce qui va participer à la conscience, c'est le travail sur soi, évidemment, l'observation de soi, son ressenti. Plus on l'affine, plus on va sentir ce qu'on fait. Et c'est ça qu'on fait aussi avec nos retours et nos mains. C'est accroître cette conscience de soi dans ce qu'on fait. Et puis, les appuis sont essentiels, évidemment. Donc, ce qui fait que j'ai peur, ou ce qui va participer à mon trac, ce sont des pensées qui sont peu constructives, en général. C'est parce que j'ai peur du jugement de l'autre, ou je me projette dans ce qu'ils vont penser, ou j'ai peur peut-être de ne pas arriver à la note aiguë, ou de me planter dans mon texte. Enfin, il y a toutes sortes de raisons. En général, c'est une peur et une envie de bien faire. S'il y a d'autres idées, vous pouvez rajouter votre grain de sel, parce qu'il y a peut-être d'autres raisons du trac selon les différentes personnes. Mais en règle générale, donc on a envie de bien faire. Et dès qu'on est fixé sur un but, c'est là où le bas blesse. On a tendance, nos automatismes vont nous rattraper. Si on arrive à se détacher un peu du but, on va se laisser plus facilement tranquille. On va moins ingérer dans notre système. Donc là, je touche à quelque chose qu'on pourrait approfondir si on avait un peu plus de temps. Mais c'est la fixation sur le but. Donc pour Alexander, c'était « je veux déclamer, je veux parler ». Pour lui, c'était tellement accentué son problème que rien que l'idée de parler le ramenait dans son... Il y avait une telle passion aussi. C'était son métier, sa passion. Donc il y avait une grosse charge émotionnelle aussi là-dedans. Donc dès qu'il y pensait, hop, il revenait dans ses automatismes. Et il a fallu vraiment c'était un processus de renoncement. Il a fallu qu'il se détache de son but de parler pour pouvoir se libérer. Et à la place de se concentrer sur les moyens par lesquels il pouvait cheminer vers le but. Donc les moyens par lesquels, d'abord, lui, c'était prendre conscience de ses appuis du sol, prendre conscience du moment où sa tête commençait déjà à partir vers l'arrière et dire non, non. Tant que je sens cette contraction, je ne parlerai pas. Et petit à petit, il a réussi à se libérer de ces contractions et ça a tout changé. Mais ça a été un travail de patience inouï en fait, parce que là, ça va bien plus vite quand on est guidé. Mais bon, il devait être aussi un chercheur né et passionné pour s'atteler à cette observation de soi de façon aussi poussée et si fine. Donc, assez exemplaire. Je crois que c'était quelqu'un d'assez exemplaire de ce côté-là. Donc voilà, je voulais juste évoquer ça, la fixation du but. Et on peut faire, on arrive vraiment au bout, mais on peut faire un exemple, on peut trouver des exemples dans des choses très, très reconnaissables à l'œil, plus reconnaissables que peut-être la voix, parce que la voix, ça passe par les oreilles, mais quand quelqu'un veut se lever et s'asseoir, là, on voit souvent tout ce qui peut venir s'ajouter à cette activité plutôt simple et qui n'est pas nécessaire.
Il y a beaucoup de choses qui se raccordent, qui se raccrochent dessus, des tensions, qui viennent encombrer cette dynamique entre le cou et la tête et le reste du corps, et qu'on peut très facilement défaire. Voilà. Eh bien, moi qui croyais que 2 heures, ce serait long, je me rends compte que non, pas du tout. C'est trop court. Non, mais c'est bien comme c'est, mais j'espère que ça a été éclairant pour vous, un peu. Tout à fait passionnant, vraiment. Oui. Moi, j'ai trouvé ça Ouais. assez passionnant. Et je crois qu'il y a des choses, il y a certaines choses qu'on retrouve aussi dans la méthode des styles, par exemple. Déjà, prendre conscience, c'est important, c'est un premier pas, prendre conscience du geste qu'on fait ou des gestes qu'on fait, de comment on les fait, des équilibres qu'on a créés et qu'on peut finalement recréer d'autres équilibres ou d'autres manières de faire. Mais du coup, effectivement, ça demande de sortir des habitudes. Et sortir des habitudes, c'est difficile. Chez Estile, on va dire que c'est, on appelle ça l'état attracteur. Voilà, c'est ce qui nous attire. Nos attracteurs, c'est ce qui nous attire vers nos habitudes. En fait, c'est très fort. Voilà, ça nous attire vraiment très fort. Donc, c'est une première chose de s'en rendre compte. Après, c'est d'en sortir, c'est une deuxième chose. C'est vraiment de pratiquer, d'en prendre conscience, de pratiquer, ça ne vient pas tout seul, quoi. C'est vraiment, il faut recréer des nouveaux équilibres et recréer des nouvelles habitudes. Donc, ça prend du temps. Ça prend un peu de temps et ça peut aller très vite aussi. C'est-à-dire que la conscience, elle va plus vite que la lumière. La conscience est fulgurante. Donc, si moi, très, très vite, je peux prendre conscience de mes appuis, me relier à l'espace qui est derrière moi, revenir à moi finalement. J'ai toutes sortes d'outils pour revenir à moi. Et le stress me traverse et devient très positif, très constructif. Oui. Donc, il suffit que je me rende compte que j'ai les épaules qui se contractent un petit peu dans mon stress, je lâche les épaules et je ne suis plus dans le stress. C'est tout simple aussi. Je déstresse parce que je lâche les épaules. Enfin, c'est potentiellement très simple aussi. Voilà ce que je voulais dire. Après, c'est le fait de l'expérimenter, c'est-à-dire pas seulement de le vivre mentalement ou intellectuellement, mais vraiment de le vivre dans son corps. Oui. Ça rend les choses de faire confiance à la mémoire corporelle qui est aussi importante finalement, sinon plus que la mémoire intellectuelle et qui ne nous permet pas nécessairement de retrouver aussi vite et aussi facilement les équilibres. Les deux sont aidants absolument, la conscience et le ressenti, l'expérience. En tous les cas, un énorme merci parce qu'on te sent tout à fait passionné par ce que tu fais. Je pense que si les gens ont peut-être d'autres questions, de toute façon, la conférence sera en replay et nous mettrons peut-être si tu as un site ou si tu as un endroit où on peut te poser des questions ou un mail, on peut le mettre à côté de la vidéo pour que les gens puissent te contacter, t'écrire et si tu fais des stages ou si tu proposes des cours comme tu en parlais tout à l'heure ou des accompagnements individuels, du coup les gens pourront effectivement te faire appel à toi. Alors, donc, on mettra tout ça à côté de la vidéo sur le site de Courant d'Art. Ah, super. Oui, j'ai prévu de vous accompagner pour celles et ceux qui sont intéressés de continuer à approfondir le sujet. Dans un premier temps en ligne, et puis je propose en avril un atelier autour de la voix, la technique Alexander et la voix, qui se passera dans les Vosges. Donc, ce sera sur 3 jours. Et cet été, sur 7 jours. Donc, vous êtes les bienvenus et ce sera une rentrée en douceur, d'abord en ligne, un accompagnement sur 3 rendez-vous, et puis ensuite en vrai, en chair et en os. Et quand vous voulez, si vous êtes sur Strasbourg, je suis à votre disposition. Et Maryse, qui est aussi parmi nous, elle est aussi enseignante. Irène aussi, Fabienne en formation. Donc, il y a quelques enseignants ici en herbe ou déjà prêts et qui peuvent aussi vous accompagner. Et n'hésitez pas, ça peut être très facile de trouver quelqu'un sur Strasbourg.
pour vous guider. Merci d'être venu. Merci pour votre attention. En cette soirée et cette fin d'année incroyable, d'avoir pu amener autant d'attention pour pour finir l'année en beauté avec moi. Ben moi, je voudrais remercier aussi tout le monde. Je reconnais des visages, effectivement, de gens que j'ai déjà croisés, soit dans les conférences, soit dans des stages, et ça me fait plaisir à chaque fois de vous revoir. Donc, il y a une tradition dans les conférences de la Maison de la Voix, c'est que, eh bien, on aime entendre les voix. Donc, pour se quitter, eh bien, vous pouvez allumer les micros et nous dire au revoir. Comme ça, on entend vos voix. Et puis, l'équipe de la Maison de la Voix a les clés de la salle. Donc, on va rester, on va vous laisser quitter la salle tranquillement. Et puis, nous, on fermera après tranquillement la salle. Voilà. Donc, si vous avez envie, vous allumez vos micros et comme ça, on entend vos belles voix qui vont nous dire au revoir ou ce que vous voulez. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, merci beaucoup. C'est très, très intéressant. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Un grand plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Expérimentez en tout cas. Au revoir. Nach Juan